Alors, le terme de damage control, en fait, ne trouve absolument pas son origine dans le vocabulaire médical, hein. C'est une technique de protection des dégâts qui a été utilisée lors de la Première Guerre mondiale par la marine américaine. C'est un concept, en fait, qui permet le contrôle, en fait, d'urgence sans réparation définitive d'une situation qui constitue une menace pour un navire et sa capacité à mener à bien sa mission. Au tout début, c'est le trauma damage control chirurgical qui a été décrit, essentiellement pour les traumatismes abdominaux avec hémorragie massive, avec une prise en charge séquentielle qui permet en fait d'éviter une cascade d'événements qui entraîne le décès. Alors, le damage control orthopédique, un peu d'historique, dans les années 70-80, c'était en fait l'ostéosynthèse définitive des fractures, qu'on appelle le tout-en-un ou l'early total care, qui en fait a permis de réduire considérablement le risque d'embolie graisseuse, mais par rapport au traitement non chirurgical, puisque les fractures de la diaphyse fémorale étaient mises en traction, les fractures étaient plâtrées, mais ces chirurgies précoces, dites agressives, en fait, ont été accusées de majorer les phénomènes inflammatoires et qui engendrant des complications systémiques, d'où l'apparition et le développement du damage control orthopédique dans les années 90. En fait, quand on regarde la littérature, c'est toujours très, très controversé. Le damage control orthopédique, en fait, c'est une technique qui cible essentiellement les diaphyses des os longs, le fémur en premier, le tibia, l'humérus. Alors, c'est 3 étapes systématiques. Dans un premier temps, le contrôle de l'hémorragie et la limitation du risque infectieux par des débridements et des parages larges et la stabilisation des fractures par un fixateur externe. Le patient, ensuite, on va dire, retourne au port en allant en réanimation pour être stabilisé. Et dans un deuxième temps, on va faire le traitement chirurgical définitif. Dans la littérature, c'est vraiment conseillé que ce soit entre J5 et J10. Alors, pour donner un exemple concret, j'ai choisi de parler des fractures bilatérales de la diaphyse fémorale parce qu'à elles seules, elles ont quand même une place à part dans la traumatologie. C'est elles seules un risque de mortalité. Elles sont forcément en lien avec un traumatisme extrêmement violent et elles ne sont jamais isolées. Et donc, sur les fractures bilatérales du fémur, quand on regarde la littérature, il y a des recommandations. Et comme on ne fait pas tout à fait ça à Bicêtre, je vous en parlais pour qu'on puisse discuter. On a revu 22 patients, donc il y avait tous une fracture bilatérale de fémur, tous très jeunes, puisque l'âge moyen est à 35 ans, des patients graves, puisqu'il y en avait plus de la moitié qui avaient un score ISS à plus de 30. Ils avaient tous des lésions associées avec de nombreux traumatismes crâniens, des traumatismes thoraciques, des lésions de l'anneau pelvien. Ils avaient tous des fractures autres périphériques, et certains une lésion de la rate ou du rein. Alors, si on regarde, normalement, ISS supérieur à 30, on fait du damage control. Bon, ils ont tous été encloués à l'arrivée, dans les 12 heures qui suivent la prise en charge. Le séjour en réanimation était d'environ 10 jours. Il n'y a eu aucun décès. Des complications de réanimation avec des rhabdomyolyses, des syndromes de détresse respiratoire, des pneumopathies. Sur le plan orthopédique, un patient a fait un syndrome de Loge des 2 jambes. Il a dû être réopéré rapidement. Et une infection du site opératoire nécessitant une reprise chirurgicale avec une évolution favorable. Donc en fait, on nous dit ISS plus de 30, il faut faire du damage control. Nous, on fait des enclouages et les patients vont plutôt bien, plutôt que d'avoir peut-être des dogmes très stricts. Sur les patients graves, il faut discuter absolument chaque cas. Déjà, il y a le patient. C'est souvent des patients jeunes et nos collègues réanimateurs considèrent qu'ils peuvent passer cette tempête et ils préfèrent qu'ils soient stabilisés définitivement immédiatement. Bien sûr, pour un patient plus âgé, il faudra discuter. Il y a aussi la facilité d'accès au bloc, c'est très pratico-pratique, mais un patient à qui on a mis un fixateur externe, il faut le reprendre dans les 5 à 10 jours, mais il faut avoir accès au bloc. Et si on loupe ce coche de 5 à 10 jours, à plus de 15 jours, on augmente le risque infectieux. Alors ça va être des problèmes orthopédiques, ça nous concerne, sur l'ostéosynthèse faite. Et eh bien, il y a quand même 6 à 10% qui deviennent des fixateurs externes définitifs parce qu'on n'a pas pu avoir accès au bloc ou le patient a fait des complications qui fait qu'il n'a pas pu aller au bloc. Et alors là, c'est un festival de complications à type de calvitieux, de pseudarthrose, de raideur du genou. Et il faut avoir en tête que le fixateur externe de fémur, je prends le fémur parce que c'est le cas le plus représentatif, eh ben, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose de rapide si on veut aligner correctement un fémur. Alors on peut jeter un fixateur externe.
pour aller vite, pour faire du damage control. Mais si on loupe le coche et qu'on ne peut pas réopérer le patient, pour le patient sur le plan orthopédique, ça va être extrêmement compliqué. Donc, il y a peut-être des compromis à faire, parce que quand on regarde la littérature, il n'y a pas de différence significative entre la prise en charge tout en un ou le damage control pour la mortalité, le syndrome de détresse respiratoire, les défaillances multiples et le temps d'hospitalisation en soins intensifs. Alors, c'est quoi le compromis ? On peut en fait faire un coup de fémur plus rapide si vraiment le patient n'est pas complètement stabilisé. Par exemple, en abordant le foyer de fracture, alors, excusez-moi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. La petite lumière, là. Voilà. Le passage du guide, quand on n'aborde pas un clou de fémur, ça peut être un petit peu des fois difficile. Et bien, si le patient, s'il faut aller vite, on peut faire un abord, passer le guide, et on peut aussi ne pas faire le verrouillage distal. Il est verrouillé en proximal. Le fait de verrouiller, c'est pour pas que le fémur tourne autour du clou. Et on peut aller aussi vite qu'en mettant un fixateur externe. N'empêche que le patient a un fémur aligné et avec quand même moins de risques infectieux et pas de nécessité de reprise chirurgicale, sauf pour verrouiller en distal. Quand les fractures sont ouvertes, bien sûr, ça simplifie complètement la donne. On a déjà l'abord. On peut aussi partir sur le clou de fémur, sur le premier fémur. Et puis, si vraiment le patient ne va pas bien, on passe sur un fixateur sur le deuxième fémur. Alors, là, je vous ai parlé des diaphyses essentiellement. Il y a un cas où on fait à peu près toujours du damage control orthopédique, c'est les fractures de l'anneau pelvien. Puisque en cas d'instabilité hémodynamique, alors maintenant, avec l'artérioembolisation, on fait beaucoup moins de damage control orthopédique puisque les patients sont stabilisés grâce à l'artérioembolisation. Mais parfois, ils ne peuvent pas aller jusqu'à l'artérioembolisation et il y a des choses à faire pour les stabiliser qui sont une forme de damage control. Donc, sur un bassin largement ouvert sur le plan osseux, une augmentation de l'ouverture de la symphyse pubienne, mais ouvert aussi sur le plan du périnée, donc des plaies, un patient qui était totalement instable. On a fait un packing dans le bassin, donc en salle de réveil, et vous voyez cette ceinture pelvienne tout à fait maison, avec des bandes velpo et de l'élasto, c'était avant qu'il y ait des ceintures pelviennes. On a fait une radio, ça a bien refermé, et le patient a été stabilisé pour pouvoir aller en artériographie. Donc c'était juste le temps de l'artérioembolisation. Maintenant, il y a quand même plus moderne, c'est ces ceintures pelviennes qui sont mises très facilement dès que le patient a une lésion de l'anneau pelvien, qui sont plutôt efficaces. Si vraiment le patient, soit il n'y a pas d'accès à l'artérioembolisation, soit le patient est vraiment très instable, on a dans notre bloc opératoire, un Langerhans qu'on n'utilise pas très souvent. Alors, ça paraît très simple, on arrive au réveil, on le met, on serre et c'est fini. C'est un peu moins simple parce que les fiches que l'on met sont quand même très agressives. Il y a quand même beaucoup de choses qu'il ne faut pas léser au niveau de l'anneau pelvien. Et les patients qui ont des fractures du bassin ont un tel œdème que les repères sont difficiles. Donc, il faut quand même un amplificateur de brillance. Voilà. Mais c'est assez rapide à mettre. Quand on a ce clan-là, s'il faut aller au bloc pour la chirurgie digestive, il se rabat d'un côté ou de l'autre, laissant l'abdomen, par exemple, libre. En revanche, on ne laisse pas le clan très longtemps. Et surtout, si par exemple, vous devez faire chez vos patients un décubitus ventral, là, ce n'est pas possible avec le clan. Et sur le bassin, dernière chose, le fixateur externe de bassin, qui se met bien sûr au bloc. C'est long. C'est pas 5 minutes, les repères sont toujours un peu difficiles à trouver. Il faut le mettre bien, puisqu'il peut devenir définitif, ce fixateur, et donc il faut absolument qu'il soit bien mis sur le plan technique et surtout la fracture bien réduite. Et dans un deuxième temps, on fait l'ostéosynthèse définitive. En fait, on n'opère jamais de fracture de l'anneau pelvien à l'arrivée, puisque ça saignerait vraiment trop. On attend que l'hématome se soit constitué, et on attend en général 6 à 7 jours, souvent un peu plus, pour pouvoir faire la synthèse. Un peu plus récent, le damage control pour les fractures instables du rachis. Le développement de l'ostéosynthèse percutanée permet de stabiliser une fracture instable du rachis chez un patient qui ne peut pas avoir un temps chirurgical, on va dire, à ciel ouvert. C'est une technique qui est beaucoup plus rapide, où il y a beaucoup moins de pertes sanguines puisqu'on ne fait pas d'abord et on ne désinsère pas tous les muscles paravertébraux. Et ça permet dans certains cas de stabiliser la fracture, de permettre une mobilisation du patient, soit pour aller au scanner, soit pour le mettre en décubitus ventral. La fracture est stabilisée et dans un deuxième temps, il faudra l'opérer puisqu'on ne fait pas juste une synthèse dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle une arthrodèse, donc il faudra faire ce temps-là.
Là, c'était l'exemple d'un patient qui avait sauté pour fuir un incendie. Et donc, c'était un patient qui était instable, qui avait des lésions cutanées qui ne permettaient pas l'abord normal du rachis. Donc, il y a eu une ostéosynthèse percutanée avec, vous voyez, des toutes petites incisions. Et ça a permis, dans un deuxième temps, quand le patient était totalement stabilisé et que la peau était un peu plus praticable, de faire ce qu'on appelle donc l'arthrodèse. Donc, la synthèse percutanée, c'est vraiment juste une synthèse, mais qui permet de stabiliser complètement la lésion. Et dans un deuxième temps, par voie antérieure, on a retiré la fracture pour mettre l'équivalent d'une arthrodèse, afin de bloquer cet étage. Là, on n'est pas dans le traumatisé sévère, mais parfois on fait du damage control parce que la fracture, la peau en regard de la fracture, il y a une souffrance cutanée. C'est la peau luisante, les flictènes. On ne peut absolument pas aborder ces peaux-là parce que sinon elles nécrosent. Et donc, au lieu de mettre un plâtre où on ne pourrait pas surveiller la peau et qui stabilise moins bien, on met un fixateur externe. Ça permet de stabiliser la fracture, de surveiller la peau et dans un deuxième temps d'opérer le patient. Ça peut être, bien sûr, c'est un traumatisé sévère, mais c'est souvent chez un mono fracturé. Et enfin, le damage control, non pas pour le patient instable, mais parce qu'on a un afflux massif de patients. Là, on serait quasiment obligé de faire ça, puisqu'on n'aurait jamais assez d'ancillaires pour faire des clous de fémur ou des clous de tibia à tous les patients qui arriveraient. Et donc, dans quel cas, on a tout un arsenal de fixateurs externes de base. On a des fixateurs externes à usage unique pour pouvoir faire en sorte que la stérilisation suive et nous restérilisent les fixateurs. Alors attention, ces fixateurs externes se mettent au bloc. On peut toujours attendre pour fixer une fracture. On ne fait pas ça en salle de réveil. Il faut une asepsie parfaite et surtout, on a besoin de l'amplificateur de brillance. Donc c'est au bloc qu'on fera cette technique. Donc en conclusion, pour les fractures diaphysaires, pas de jamais, même si à Bicêtre on n'est pas loin du jamais, mais pas de jamais ni de toujours. Il faut absolument discuter chaque cas pour les patients qui sont graves entre le réanimateur et le chirurgien orthopédiste. Pensez au compromis technique pour nous, pour aller plus vite si le patient nécessite d'avoir un temps chirurgical plus court. Les fractures de l'anneau pelvien, en fait, là, c'est toujours, on ne les opère jamais tout de suite parce qu'ils saignent trop et qu'on a besoin de travailler dans un cadre où l'hématome est plus bien stabilisé. Les fractures, les fractures instables du rachis, il faut y penser. Là, pour le coup, ça va vraiment plus vite qu'une ostéosynthèse à foyer ouvert et ça permet une mobilisation du patient sans risque neurologique. Et puis, le cas spécial de l'afflux massif de patients, où là, on le ferait, mais pour cause de manque de matériel prévisible, si des fois, on voulait absolument faire nos ostéosynthèses définitives. Merci.